moderne et innovante pour un développement durable de l'économie congolaise. Et puis la chaleur très élevée à Kinshasa à la base de plusieurs maladies, surtout chez les enfants. Pourtant la météo juge la température normale dans la capitale. Nous en parlerons au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je vous l'ai dit, c'est un ouf de soulagement à l'Assemblée nationale. La Chambre basse du Parlement a adopté enfin à une large majorité le règlement d'ordre intérieur, mais ce n'était pas gagné d'avance car il s'en est fallu de peu pour que la plénière se plonge encore dans un long débat, comme c'était le cas jeudi dernier. Une proposition de Charles Mwando Simba, approuvée par la plénière, a dénoué la situation. Des explications avec Yvon Mouyachimanga. Charles Mwando Simba ovationné. Il vient d'éviter à la plénière de verser dans un débat interminable avec cette proposition. Nous estimions que ces règlements-ci devaient être une sorte de règlements intérimaires. Intérimaires qui permettent l'installation des institutions rapides. Et que alors, avec la PAJ, on aille dans tous ces détails pour avoir un règlement bien élaboré. Voilà la démarche. Donnons-nous l'instrument nécessaire pour, n'est-ce pas, l'installation des institutions. Traduction, parer à l'urgence face à la multitude d'amendements, plus de 700 au total. La proposition est approuvée et le projet du règlement d'ordre intérieur adopté. 318 pour, 18 contre et 63 abstentions. Il fallait le faire, confie beaucoup dans les deux camps. Nous devrions aller rapidement parce qu'en fait, vous savez, le bureau définitif doit être mis en place, le gouvernement doit être formé, être également mis en place parce que sans les bureaux définitifs de l'Assemblée, on ne savait pas avancer. Notre population est en train de souffrir. Nous aimerions que les institutions soient en place, soit que le gouvernement soit là, ce qui va permettre, et ça va redonner la vie à notre pays. Reste que le débat n'a pas eu lieu et ça fait grincer certaines dents. Une démarche anticonstitutionnelle, un règlement d'ordre intérieur non valable. La Cour suprême de justice a 15 jours pour trancher. Alors voyons maintenant quel est le contenu de ce document qui suscite tant de passion. Il définit entre autres la composition du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Écoutez le rapporteur de la commission spéciale chargée du règlement intérieur, Juvenal Moulobo. Il est au micro de Yvon Mouyachimanga. Il y a quand même de se féliciter du fait que l'opposition participe finalement au bureau. Ce droit est reconnu et ça c'est en conformité avec l'article 11 de la loi portant statut de l'opposition du 4 décembre 2007, parce que cette loi a été promulguée après l'élaboration du règlement intérieur de 2006. Il faut noter aussi, entre autres innovations, c'est par rapport au droit de retour de députés, parce qu'il fallait que les règlements intérieurs s'adaptent à la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011. C'est aussi une innovation de taille, parce que le règlement de 2006, si on l'avait maintenu tel quel, à l'article 85, eh bien, il y aurait des problèmes. Donc, il fallait quand même une adaptation dans ce sens-là. Mais aussi, le poste de l'assistant parlementaire, ça existait dans l'informel, mais cette fois-ci, l'assistant parlementaire est reconnu comme étant un personnel politique attaché qui dépend du député et qui est pris en charge par l'Assemblée nationale. On a eu aussi à clarifier s'agissant des droits des députés, parce que par rapport à nos collègues, aux sénateurs de la législature, la toute première de la Troisième République, et ils avaient un peu plus de droits qui leur étaient reconnus dans leur règlement intérieur. Mais cette fois-ci, je crois que c'est beaucoup plus étoffé, raison pour laquelle nous sommes passés de 232 articles à 245 articles. C'est quand même un peu plus volumineux que le règlement intérieur de 2006. C'est un travail bien fait, mais on pouvait améliorer, je crois, au cours de la séance plénière qui vient de se passer. Mais du moment que c'est adopté, je pense qu'il y a lieu de considérer que le règlement intérieur a été adopté.
Voilà qui est dit, on va parler économie à présent. Le ministre des Finances a échangé ce vendredi avec les conseillers économiques des ambassades des pays partenaires. Matata Ponyo-Mapon a fait savoir à ses interlocuteurs que le programme économique du gouvernement est sur une bonne trajectoire et que la situation du cadre économique de la République démocratique du Congo demeure stable en ce premier trimestre de l'année 2012. Elvis Ngola, précision. Échangeant avec les conseils économiques des ambassades des pays partenaires, le ministre des Finances, Matata Ponyo, a confirmé à ses interlocuteurs que le programme économique du gouvernement est sur les trajectoires. Cela parce que les principaux critères qui permettent au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale d'évaluer les performances indiquent que le programme est très bien exécuté. Matata Ponyo énonce des chiffres pour convaincre. Le plancher des avoirs extérieurs nets dégage une marge de 54 milliards de francs congolais. Le plafond sur les avoirs intérieurs, quant à lui, dégage une marge de plus de 76 milliards de francs congolais, tandis que le plafond sur les crédits nets bancaires dégage une marge de plus ou moins 27 milliards de francs congolais. Et Matata Ponyo croit à l'avenir prometteur du pays si et seulement si le cap est maintenu. Ceci permettra au gouvernement congolais de réaliser à fin juin 2012 la 6e revue sans exception. Et ceci sera la première fois dans l'histoire de ces pays que la République démocratique du Congo termine un programme avec une revue globale satisfaisante. Il ne nous reste que 3 mois en principe et nous avons la ferme conviction que ce programme devra s'exécuter sans problème au regard des marges suffisantes qui ont été dégagées. Au ministre des Finances de faire aussi savoir aux conseils économiques des ambassades de la détermination du pays de vouloir rester dans la vision du président de la République, celui de maintenir l'économie RD congolaise dans le schéma de la reconstruction et du démarrage effectif d'un taux de croissance soutenu. Je vous l'ai annoncé dans les titres, c'est aujourd'hui que la Banque centrale du Congo a procédé à la présentation du plan stratégique 2010-2012, un plan qui permettra à l'Institut d'émission de devenir une institution moderne et innovante, pouvant ainsi permettre un développement durable de l'économie congolaise. C'était au cours d'une cérémonie dans un hôtel de la place Salagombe. Blaise Aïda, Blanchard Baembe. Le centre d'événements Roméo Golf est aux couleurs de la Banque centrale du Congo, car la journée marque un grand événement, la présentation officielle du plan stratégique 2010-2013 de l'Institut d'émission. L'assistance est composée des honorables députés, présidents des commissions économico-financières du Parlement, les présidents de l'Association congolaise de banques, les représentants des régies financières administrateurs de la Banque centrale du Congo et les représentants des corps diplomatiques. Ces plans a 3 objectifs stratégiques qui permettront à l'Institut d'émission de devenir une banque moderne et innovante pour le développement de la République démocratique du Congo. Jean-Claude Massangou les présente. Le renforcement de la gouvernance de la Banque centrale en vue d'assurer ses missions en toute responsabilité et transparence. Secondo, le renforcement de la capacité institutionnelle de la Banque centrale afin de fournir des services de qualité à toutes les parties prenantes. Et enfin, tertio, le développement du système financier national afin de répondre aux exigences des économies modernes. Le gouverneur dit Yes We Can. Pour cela, il faut la présence imminente des 7 valeurs, à savoir la probité, la responsabilité, la compétence, la crédibilité, la transparence et l'efficacité. Il s'en suivra une présentation commentée et pointue sur PowerPoint par le professeur Moukeni Lacouptière, revenant sur les origines du plan, les contextes de celui-ci, les axes prioritaires du plan stratégique 2010-2013, le suivi et l'évaluation avant les commentaires. Le professeur en appelle pour bien réussir à une action intelligente de la diaspora non agressive de la Banque centrale du Congo, œuvrant dans d'autres institutions du pays. Ainsi donc, l'Institut d'émission deviendra une institution moderne et innovante, exécutant sa mission de manière significative et efficiente pour un développement durable de l'économie congolaise.
On parle encore de la TVA avec les étudiants de la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa qui ont pris part hier à une conférence débat axée sur le thème TVA, une réforme majeure de la fiscalité indirecte en République démocratique du Congo. Une conférence débat qui a éclairé la lanterne des étudiants au sujet de cette taxe qui est en vigueur, vous le savez, en République démocratique du Congo depuis le 1er janvier 2012. C'est un reportage signé Rita Vitota-Chikai et Blanchard Baémé. Taxe sur la valeur ajoutée, une réforme majeure de la fiscalité indirecte en République démocratique du Congo. C'est le terme de cette conférence débat tenue dans la grande salle de promo de l'université de Kinshasa à l'intention des étudiants de la faculté des sciences économiques. D'entrée de jeu, le directeur général aux impôts, Dieudonné Lokadi, a commencé par poser le contexte de l'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée qui s'inscrit dans le cadre des réformes fiscales entreprises au pays. Ainsi donc, la TVA, qui est une taxe en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires ICA, poursuit plusieurs objectifs, entre autres, accroître le niveau de recettes de l'État, améliorer la compétitivité des entreprises locales et attirer les investisseurs. Selon le numéro 1 de la DGI, cette taxe est un mécanisme qui aide les entreprises à quitter le secteur informel pour œuvrer dans les secteurs formels. La TVA apparaît plutôt comme un mécanisme qui pousse tout le monde à quitter l'informel pour venir vers le formel. Mais il y a peut-être que les entreprises qui continuent à évoluer dans l'informel, quand elles vont acheter des biens ou des services auprès d'autres entreprises qui sont dans l'informel, la TVA est collectée. Et à ce titre-là, l'État arrive à fiscaliser également les activités de ces entreprises. Pendant près d'une heure, toutes les questions liées à la TVA ont été évoquées avec beaucoup de précision et clarté. Véritable séance académique pour les étudiants qui ont suivi avec attention soutenue cet exposé. En témoigne le jeu de questions-réponses et les débats qui s'en sont suivis. Le campus virtuel est désormais une réalité à l'ISIPA, l'Institut supérieur d'informatique, de programmation et d'analyse. Les étudiants peuvent apprendre leurs cours à distance grâce bien entendu à l'Internet, à condition d'avoir une adresse électronique et de se connecter sur le site www.isipa.eu. Une conférence débat a été animée par le professeur Ephraim Mbaki de l'Université catholique de Louvain pour expliquer le lancement de ce projet. Précision de Passim Pwanganzala. Le lancement du campus virtuel à l'ISIPA, l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, vient au fait moderniser l'enseignement au pays. En plus clair, le campus virtuel ou université virtuelle permettra aux étudiants d'apprendre même en l'absence du professeur et d'accéder grâce à Internet à des cours mis en ligne par des professeurs d'université de Namur et l'Université catholique de Louvain qui sont des partenaires à l'ISIPA. Cette conférence débat a permis aux étudiants de l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse d'en savoir un peu plus sur cette technique moderne d'enseignement. Je dirais qu'il y a 4 scénarios d'utilisation d'un campus virtuel. On peut utiliser un campus virtuel même en soutien dans l'enseignement direct, c'est-à-dire qu'au moment où le prof donne son cours, au moment des exercices, il demande aux étudiants d'aller sur Internet dans le campus virtuel pour faire l'exercice. Le prof est là et on utilise le campus virtuel. Un deuxième scénario, c'est en asynchrone, c'est-à-dire et en présentiel, c'est-à-dire le prof est là, l'étudiant est là, mais le cours se donne en décalage. Tout ceci se fera gratuitement. Le numéro 1 de l'ISIPA, Martin Ekanga, y tient personnellement. Il attend beaucoup des étudiants. Être quelqu'un dans la vie, savoir exploiter le vide, l'Internet qui est mal exploité dans votre pays, ça je vous l'ai dit. Et vous verrez très bien un grand changement qui va venir dans vos vies. Le campus virtuel à l'ISIPA est un projet ambitieux qui date de l'année dernière. Aujourd'hui, c'est chose faite. Déjà, le 5 avril prochain, des professeurs belges sont attendus pour renforcer les capacités des étudiants à ce sujet. Plaisir de vous informer tout au long de cette semaine. Restez encore avec nous. Le rendez-vous à 23h, c'est avec Blaise Zainda. Après ce journal, la revue de presse signée Papi Bobouille. À très bientôt sur nos antennes.